Léon Morel, qui s'amène avec 24 policiers de la force publique, une armée, une police réputée brutale, en Kamba, pour arrêter un indigène. C'est pas rien. Donc ces jours-là, Dieu a manifesté sa puissance, Dieu a manifesté sa grandeur. Et donc papa disait, mais le 6 juin, il faut qu'on la fête avec faste. Pourquoi Tata Simon Kimbangu était perçu comme une menace? Pourquoi devrait-il être arrêté? Le pouvoir colonial n'a pas encore assez d'éléments pour démontrer que Tata Simon Kimbangu est suspect et qu'il doit être arrêté, jusqu'à ce qu'alors le révérend Van Klinput de Tumba va mener des éléments selon lesquels Papa Simon Kimbangu, en réalité, et son mouvement représentent la branche armée du protestantisme implanté au Congo comme émissaire du mouvement panafricaniste. En ce jour du 6 juin, les anges se sont manifestés. En fait, jusque-là, l'histoire nous renseigne que sur un seul ange. Mais en fait, ils étaient 3. nyonso bapapa balobaka biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko misala keke nyonso komona yo ekoyema mana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota balobaka makambo mingi ya babepo na biso bato moyindo kasi ntango ekoya Bonjour et bienvenue dans votre chaîne d'évangélisation télévision. Comme je dis toujours que le plaisir a toujours été pour moi de vous savoir très nombreux, très branchés, en train de nous suivre, de suivre cette émission qui est présentée par Maman Fallon Ntima, toujours dans les soucis d'évangéliser, d'accompagner l'œuvre de Papa Simon Kimbangu qui a gagné. C'est pourquoi aujourd'hui sur ces grands plateaux de Mengama Kimbangu Télévision, je reçois pour vous Papa John Mambo en qualité de chercheur indépendant à qui je m'en vais directement dire bonjour et vous présenter évidemment sur les internautes. Papa Mambo, comment vous allez? Je vais bien, merci, bonjour. Vraiment le plaisir est pour nous. Et pour les très chers abonnés qui sont très nombreux de Mengama Kimbangu Télévision, de vous avoir dans les différents endroits où ils s'y trouvent en direct de Mengama Kimbangu Télévision pour une première fois. Et je crois qu'ils viennent entendre quelque chose de vous, la caméra est là. En fait, disons, c'est un très grand plaisir de venir pour la première fois ici participer à votre émission. C'est vrai que je vous ai toujours suivi, comme d'habitude d'ailleurs, je vous suis. Je me souviens également que vous m'avez passé une invitation et que compte tenu des temps nous impartis, je n'ai pas pu répondre à toutes ces invitations, sauf hier, enfin pour que je vienne aujourd'hui. Donc c'est un très grand plaisir de venir voir votre plateau, voir le rythme de votre travail, et j'ai été quand même impressionné par le niveau de l'organisation, je dois le dire. Merci beaucoup. Et donc voilà, je pense que en fait, j'espère que Dieu va toujours vous accompagner pour que vous puissiez rendre le meilleur de vous-même afin d'accompagner l'évangélisation. Merci beaucoup Papa John Mambo, et je crois que ces petits mots de considération, de présentation a pu satisfaire notre aimable, la grande famille internaute, hein, si on peut le dire. Papa John, comme nous le savons tous, toujours dans les soucis d'accompagner l'œuvre de Papa Simon Kimbangu, mais en qualité de chercheur indépendant que vous êtes, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle parmi vos différentes recherches. Nous allons essayer un peu de, pas de frôler, mais de parler vraiment en long et en large et en profondeur de la période de l'envahissement de la cité sainte d'Nkamba. Si on voit envahissement, on voit la ville sainte, c'était quoi au juste l'envahissement, c'est quoi? Ce que les gens comprennent par l'envahissement de la cité sainte aujourd'hui, c'est l'exécution du mandat d'arrêt émis contre Papa Simon Kimbangu, si ma mémoire est bonne,
le 1er juin 1921. Qui exécute ces mandats d'arrêt? C'est l'administrateur du territoire de Thisville. Il est accompagné par 24 policiers de la force publique pour venir justement exécuter le mandat d'arrêt, c'est-à-dire arrêter Papa Simon Kimbangu. Je parle bien du mandat d'arrêt. C'est ce que les gens, en fait, c'est ce que les gens ont toujours compris par l'envahissement de la cité Sainte-Kamba. Okay. Mais moi, sur base de ce que Papa Diangenda disait parfois aux musiciens de la fanfare kimbanguiste, parce que déjà, cette fête a été dédiée à la Faki. Ils ont été là le 6 juin en Kamba. En fait, ils montent en Kamba le 6 juin de chaque année pour justement célébrer. Mais célébrer quoi? Est-ce que quand on y monte, on va célébrer l'envahissement? C'est ça, c'est conceptuel en fait. On va arriver là, Papa. Oui, mais laisse-moi chuter parce que c'est très important. Okay. Il faut que je fixe les concepts pour que les gens comprennent de quoi nous allons parler et comment est-ce que moi je veux pénétrer, d'accord? C'est, disons, le débat d'aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on monte en Kamba, on ne va pas célébrer l'envahissement. Parce que le sujet qui est envahi ne se plaît pas de son envahissement. Parce que l'envahissement, c'est un fait négatif. Vous voyez un peu cela. Mais Papa dit, je me souviens, ça devrait être en 1990, Papa Diangenda a dit, oh, mais si seulement vous savez ce qui s'est passé le 6 juin, ce jour-là, Dieu a manifesté sa puissance. Okay. Dieu, ce jour-là, a manifesté sa grandeur. Parce que vous avez un administrateur du territoire qui représente l'État colonial, accompagné des 24, c'est pas rien, hein, 24 policiers de la force publique, et la force publique, c'est pas rien. On parle de en fait aujourd'hui, quand des fois on parle de Papa Simon Kimbangu, on le met dans les carrés de sa divinité. C'est pas ça. Ici, sur le plan historique, c'est qu'on parle d'un indigène, en réalité qui fédère à deux personnes qui montent en Kamba, Jérusalem, pour recevoir de lui la bénédiction, disons carrément le salut. C'est cet indigène qu'on veut venir, sur qui on veut mettre la main. C'est la force publique dont on chante, on célèbre la brutalité et tout ça. Nous sommes là dans un système, d'accord? Un système, le deuxième système le plus menaçant, la deuxième armée la plus brutale de l'Afrique. À cette époque-là, dans le deuxième système le plus brutal de tous les systèmes coloniaux. C'est-à-dire, nous avions le premier, c'est l'apartheid, et le deuxième, c'est le paternalisme hybride qu'exerce le Belge. Vous comprenez cela? Donc, c'est ce système politique incarné à ce moment-là pour les territoires de Thisville par Léon Morel qui s'amène avec 24 policiers de la force publique, une armée, une police réputée brutale en Kamba pour arrêter un indigène. C'est pas rien. Donc ces jours-là, Dieu a manifesté sa puissance, Dieu a manifesté sa grandeur. Et donc Papa disait, mais le 6 juin, il faut qu'on la fête avec faste. Parce que c'est le jour de la victoire. Vous voyez un peu cela, c'est le jour de la triomphe. Donc du coup, moi je dis le 6 juin, en fait, en réalité, c'est un triomphe et non un envahissement. Je voudrais fixer cela pour que les amis internautes et tous ceux qui sont en train de nous suivre comprennent à la longue ce que nous allons dire aujourd'hui. Ok, merci beaucoup Papa John, merci beaucoup à ces publics merveilleux, nos fidèles, les fidèles internautes, les abonnés de Mengama Kimbangu Télévision et bien sûr vous qui n'êtes pas encore abonnés. C'est vraiment du show aujourd'hui parce que nous allons parler de choses très importantes, très essentielles. Et je m'arrête un peu pour vous demander très généreusement de faire ces gestes d'amour. Vérifiez d'abord, pendant que vous suivez cette émission, vérifiez si vous êtes abonné de Mengama Kimbangu Télévision, si vous ne l'êtes pas. Faites-les, partagez ces beaux messages, ces messages de veille, ces messages de réconfort, ces messages de renforcement, de liens spirituels, de nous, Africains, face à cette personne, à cette grande personnalité, Papa Simon Kimbangu. Et aussi les j'aime, commenter, c'est pour donner de l'encouragement à nous, vos frères et sœurs qui accompagnent l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. Papa John. Oui, mon Tima. Vous avez parlé de l'envahissement, c'était en fait l'acte de l'arrestation. Ce
ce que vous avez dit, non? Oui, je dis, en fait, on comprend par l'envahissement, d'accord, l'exécution du mandat d'arrêt émis contre Papa Simon Kimbangu. L'exécution du mandat d'arrêt émis de Papa Simon Kimbangu. Un mandat d'arrêt. Mais pourquoi on devrait l'arrêter? Parce qu'il avait fait quoi pour qu'on l'arrête? Parce que c'est un mandat d'arrêt. Pourquoi on devrait l'arrêter? Ben, parce qu'en fait, l'État colonial, je vais le dire comme ça, l'État colonial a vu ses intérêts être menacés. Ça, je veux le mettre comme ça. Est-ce que ses intérêts étaient menacés? Oui, ou peut-être bien non. D'accord? En fait, qu'on l'arrête? Oui, il fallait qu'on l'arrête. Il fallait qu'on l'arrête. En réalité, pourquoi? Parce que l'autorité coloniale belge commençait à percevoir l'action de Papa Simon Kimbangu comme une menace. Okay. Donc quand vous me posez la question s'il fallait qu'on l'arrête, que devrait être la réponse? Logiquement, c'est oui. Il fallait qu'il soit arrêté. Pourquoi? Parce qu'il était perçu comme menace. Son mouvement commençait à gêner. Son action salvatrice commençait à gêner bien de forces vives. Ça gênait le camp des protestants, ça gênait l'église d'État colonial, qui était l'église catholique coloniale, mais son action commençait également à empiéter, pas empiéter, mais son action commençait quelque peu selon eux, selon en fait les commerçants des Tisville et les opérateurs économiques à poser un sérieux problème. Mais laisse-moi rapidement, parce que je vois un peu d'où tu veux en venir. Je dois fixer les contextes pour que les gens comprennent. En fait, le 1er juillet 1885, on proclame l'État indépendant du Congo. Léopold II, le roi de Belge, a maintenant le Congo comme sa propriété privée. Il faut qu'il exploite le Congo. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'il a souscrit aux capitaux de certains partenaires. Il a approché la Banque de Londres, il a approché la Banque de New York, le Club 33 et tout et tout. Il faut qu'il exploite le Congo. Pour ce faire, il va envoyer son aide de camp personnel, c'est Messier Albertis. Tu sais pourquoi? Parce qu'on remarque qu'en fait le fleuve, en réalité, qui peut faire évacuer les ressources du sud vers l'embouchure, n'est pas essentiellement navigable entre les tronçons Léopoldville, disons entre le tronçon Kinshasa-Mwanda. Okay. Donc du coup, Kinshasa-Matadi, Kinshasa-Mwanda, donc du coup, il était important pour, disons, son aide de camp, M. Albertis, qui venait d'ailleurs, c'est de là qu'on tient le nom de Tisville. Parce que lorsqu'il arrive maintenant, il fallait construire le chemin de fer. Maintenant, l'idée la plus importante était, une fois qu'on a le chemin de fer, une fois que la locomotive et le train va s'ébranler, où est-ce qu'on peut installer, si vous voulez, la station ferroviaire, de manière à faire refroidir la machine. Lorsqu'il vient, il fait ses enquêtes et puis il arrive à la colline de Tisville. Quand il arrive là-bas, le climat est favorable, l'endroit est favorable. Donc, si le train s'ébranle de Léopoldville de Kinshasa pour rejoindre Matadi, eh bien, pour refroidir la machine, Mbanzangungu, donc Tisville, était un endroit propice. Okay. Vous comprenez un peu? Était un endroit propice. Pourquoi? Grâce à son climat et également grâce à son environnement. Donc la machine qui chauffe, qui arrive là-bas, peut facilement se refroidir, se reposer et puis repartir pour Matadi. Mais avec l'avènement du chemin de fer, avec l'avènement de la station ferroviaire, il y a l'avènement également de la population blanche. Pourquoi? Parce que le train qui quitte Kinshasa pour Matadi et qui gare au niveau de la station ferroviaire, pour tout ce que je vous ai dit, donc refroidir la machine et tout, fera que l'intérêt de l'Occident va en fait stationner à Mbanzangungu. Du coup, il faut renforcer la sûreté, il faut renforcer la sécurité. Qu'est-ce que les Belges y construisent? Ils construisent deux camps, le camp Efatebel et puis le camp Hardy.
Vous comprenez? Mais également, on déploie une machine impressionnante de la sécurité. Mais comme l'intérêt stationne là-bas, cela attire également des opérateurs économiques. Ça attire des commerçants. Il n'y avait pas seulement des Belges, il y avait également des Portugais, il y avait des gens de plusieurs nationalités en fait, qui pouvaient tenir des activités commerciales de nature économique tout autour de la station. Pourquoi? Parce que les marchandises, parce que les ressources transitent par Tisseville et comme station. Donc tu vois un peu ce que ça fait. Mais aussi tout au long du chemin de fer, c'est que il y a maintenant la construction des fermes et tout. Mais vraiment, il y a une organisation économique telle qu'à Tisseville, il a fallu qu'on installe, disons, une machine sécuritaire adéquate pour protéger l'intérêt économique. Parce qu'il y avait plusieurs industries, il y avait Bata, il y avait des industries de fabrication de chaussures, il y avait, avec l'avènement de la population blanche, il y a eu la construction des hôpitaux parce qu'il fallait développer les conditions sanitaires des populations blanches, il y a eu la construction des écoles parce que les populations blanches qui s'y installent ont des enfants, les enfants doivent aller à l'école et tout. Donc, on surnomme d'une certaine façon d'ailleurs Tisseville deuxième Anvers. Pourquoi? Parce que ça représente un intérêt économique énorme. Okay. Vous voyez un peu cela? Mais justement, or, nous avons les trois secteurs. Il y a Lunzadi, il y a Ngome Matadi et puis il y a Nzundu. À l'intérieur de Nzundu, il y a maintenant Kamba. Donc, ça c'est le premier contexte. Le deuxième contexte, c'est un contexte qui remonte depuis 1905. C'est qu'il y a une rupture de collaboration entre les protestants et les catholiques. Pour cause, les rapports Casemont et les rapports de Léon Morel, le journaliste anglais, qui a publié toutes les atrocités qui étaient commises au Congo à ces moments-là. Coupure de main, coupure des parties génitales. Vous savez, il y a eu en fait une équipe d'enquête internationale. Ça a commencé il y a longtemps, ces pratiques-là. Les pratiques de quoi? Des coupures des organes. En fait, c'est son époque du paroxysme, si je peux le dire comme ça. Vous voyez? En fait, ce qui s'est fait aujourd'hui n'a rien à voir et ne peut pas être comparé. Les atrocités d'aujourd'hui ne peuvent pas être comparées avec les atrocités qui avaient été commises à l'époque coloniale. Il n'y a pas photo. Vous comprenez? Donc, mais mais à l'époque coloniale, c'était pire. Okay. Parce qu'en fait, hein, c'est important qu'on en parle pour qu'on arrive à fixer les... En fait, quand on fixe les contextes, on comprend de mieux en mieux pourquoi. Parce que je ne vais pas oublier votre question. Pourquoi Tata Simon Kimbangu était perçu comme une menace? Pourquoi devrait-il être arrêté? Voilà. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, il y a en fait, à cause, parce que les protestants, l'église protestante, l'église des missionnaires protestantes, qui est au Congo en réalité, qui est basée à Ngombe Lutete et des nationalités anglaises. Or, justement, il y a un Britannique, il y a deux Britanniques, il y a Casemont, et puis il y a Léon Morel, qui comme ça officialise leur rapport pour attirer l'attention de la communauté internationale de Berlin sur le méfait et les atrocités qui sont commises au Congo. À cause de cela, l'autorité coloniale belge, mais aussi leur église d'État colonial, l'église catholique, commence à voir tout ce qui avait couleur britannique suspect, notamment le BEMS, les Baptist Missionary Society. C'est important, ce que je suis en train de dire. Du coup, il y a eu cette rupture. D'accord? L'État colonial a commencé à favoriser l'Église catholique plus au détriment de l'espace protestant. D'ailleurs, en 1905, il y a en fait, c'est le fameux pacte qui fait de l'Église catholique l'Église d'État colonial. C'est à partir de 1905. Nous ne sommes pas en 1908, ce n'est pas encore le Congo belge, nous sommes en plein État indépendant du Congo. Déjà en 1905, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Vatican, au travers du nonce de Vatican, va signer donc une collaboration, c'est une sorte de pacte avec l'État colonial, d'accord, État indépendant du Congo, l'État colonial, faisant de l'Église catholique partenaire privilégié de l'État colonial. Donc, dans le contexte d'évolution de Papa Simon Kimbangu, de son mouvement,
l'église catholique coloniale et l'église d'État coloniale. Les deux contextes vont venir peser, d'accord, sur les décisions que l'autorité coloniale va prendre. Parce que toutes ces décisions sont influencées en grande partie par l'État colonial. Parce que quand on parle de l'église d'État, en réalité, c'est une institution religieuse, d'accord, à laquelle l'État cède une certaine partie de ses prérogatives. Donc du coup, on avait confié à l'église catholique le secteur sanitaire. L'église catholique a commencé à construire des hôpitaux, les secteurs de l'éducation, il a commencé à construire des écoles, des internats, des universités. Aujourd'hui, les gens ont toujours tendance à comparer l'église kimbanguiste à l'église catholique par rapport aux réalisations. On va y arriver. C'était les accords. On va y arriver. Et puis, le secteur le plus sensible de l'État, d'accord, c'est la sécurité, où certains prêtres vont passer carrément pour des agents de sécurité. Quand vous venez devant un prêtre et que vous confessez, le prêtre, avec sa voix très modérée, qui vous assure une certaine confiance, en fait, vous prélève des informations qu'il doit déverser auprès de l'autorité de l'État. Et c'est comme ça que les autochtones, à l'époque, ne comprenaient pas comment ils se faisaient arrêter. Voilà. Simplement parce que certains d'entre les prêtres étaient en fait des agents qui... Des renseignements, en fait, parce que l'Église était devenue partenaire et tout et tout. Donc on n'entre pas vraiment en profondeur, mais je voulais simplement fixer ces contextes pour que les gens comprennent dans quel environnement le mouvement a évolué, faisant de Papa Simon Kimbangu, d'accord, une personne très suspecte et qui devrait être arrêtée. Voilà. Donc du coup, le mandat d'arrêt est émis, je ne sais pas si je me suis évadé, je suis parce que j'ai tenu à fixer ce contexte. Du coup, le mandat d'arrêt est émis, il faut qu'on l'arrête. Le troisième contexte, voilà, ça traverse mon esprit. Le troisième contexte très 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 important, c'est le contexte si vous voulez, du mouvement panafricaniste, hein, d'accord? On appelle ça Pan-Africanism Movement. C'est un mouvement en réalité qui est d'obédience américaine et britannique. En fait, c'est un mouvement qui revendique le droit des populations noires partout dans le monde et qui revendique également l'amélioration des conditions de vie et des conditions d'évolution des populations noires, bien qu'ils étaient colonisés pour la plupart dans bien de pays dans le monde. Mais ce mouvement-là organisait des congrès. Ils ont organisé des congrès à Paris, des congrès à Londres, aux États-Unis, n'en parlons même pas, pour dénoncer ce que le bourreau était en train de faire. Pour eux, le bourreau était des colonisateurs et en même temps revendiquer une certaine amélioration des conditions de vie et, disons, même de survie de populations noires. En 1919, ce mouvement prend de l'ampleur. Ce mouvement est connu de beaucoup de colonisateurs. Vous comprenez un peu. Donc, lorsque Tata Simon Kimbangu commence son action, son ministère de Libération commence son action, son œuvre salvatrice, c'est dans cet environnement-là. En fait, maintenant les détails, chacun des détails constituant les contextes que je viens de placer, va peser sur les décisions, parce que lors de la conférence du 1er juin 1921, la conférence qui a réuni le pouvoir colonial, donc c'est Léon Morel qui avait organisé cela, le bloc des commerçants, c'est-à-dire des opérateurs économiques, mais également l'Église catholique. Les protestants étaient là. Les révérends Hilar et puis les révérends Jennings avaient pris part à ces conférences, mais bien qu'ils n'étaient pas pris au sérieux, mais ils avaient pris part lors de cette conférence-là. Alors que, parce que pour le pouvoir colonial, il fallait démontrer pourquoi Papa Simon Kimbangu devrait être arrêté. En fait, le contexte que je fixe ici,
qui présage le menace en fait, qui présage... Les contextes que vous fixez, c'est selon vos recherches ou selon ce qui a été écrit sur les mandats d'arrêt? Non, c'est pas le mandat d'arrêt, c'est seulement le mandat d'arrêt. Okay. Il y a en fait une formulation, quand on émet, on écrit un mandat d'arrêt. Le contexte est connu des historiens, les contextes, c'est l'évolution du monde. Vous comprenez? Donc, l'intérêt de l'Occident. Pas seulement l'intérêt de l'Occident. En fait, il y a un contexte économique, mais je ne parle pas seulement pas trop du contexte économique, je parle même déjà du contexte politique. Vous comprenez? Je parle déjà même du contexte politique. J'étais donc en train de dire, bien qu'il y ait eu les voix assez élevées du révérend Hilard et du révérend Jennings, mais ils n'étaient pas pris au sérieux. Parce que pour l'Église catholique, ils accusaient l'espace protestant, donc les Baptist Missionary Society, d'être complices de l'action de Papa Simon Kimbangu, parce qu'ils n'avaient pas oublié que Papa Simon Kimbangu était catéchiste du BEMS. Vous comprenez? Mais le pouvoir colonial, comme j'étais prêt à le dire, le pouvoir colonial, en fait, sans intégrer les aspects de contexte que j'ai fixés, le pouvoir colonial était toujours en train de rechercher, avait besoin des éléments nouveaux pour étoffer assez son dossier, qui pouvait démontrer que Kimbangu devrait être arrêté. Parce que Kimbangu, en fait, je dis Papa Simon Kimbangu, était un personnage religieux. Tout le monde le savait, que ce soit le prélat catholique, que ce soit le révérend protestant, que ce soit le pouvoir colonial, parce que Léon Morel lui-même est arrivé en Kamba, le 9 mai, il a visité Kamba, il en est reparti le 13 mai. Donc il y a eu un rapport qui est parti au niveau du commissaire des districts, M. Deléval, sur les actions de Papa Simon Kimbangu. Jusqu'à ce moment-là, Papa Simon Kimbangu n'était pas une menace. Vous comprenez? Parce que quand il arrive au niveau du BEMS, parce que c'est là que quand il a quitté le 13 mai, il a fait escale à Ngombe-Lutete, c'est à partir du BEMS qu'il a écrit le rapport qu'il a rédigé à son supérieur, donc au commissaire Deléval. Mais lorsque le rapport a été porté à la connaissance du révérend Hilard et du révérend Jennings, il n'était pas satisfait de voir que le pouvoir colonial aussi était en train de protéger l'homme, parce qu'en fait, jusqu'alors, Léon Morel était en train de chercher les éléments qui devraient en fait faire présenter Papa Simon Kimbangu comme une menace. Il n'avait pas ces éléments-là. C'est comme ça que Hilard et le révérend Jennings avaient pris l'option de saisir eux-mêmes l'Église catholique pour faire un front commun. Tu vois un peu cela. Donc je dis à la conférence de Tisseville, le pouvoir colonial n'a pas encore assez d'éléments pour démontrer que Papa Simon Kimbangu est suspect et qu'il doit être arrêté, jusqu'à ce qu'alors le révérend Van Klinput de Tumba va mener des éléments selon lesquels Papa Simon Kimbangu en réalité et son mouvement représentent la branche armée du protestantisme implantée au Congo comme émissaire du mouvement panafricaniste. À ce moment-là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que, en fait, le révérend Van Klinput va dire au pouvoir colonial que, en fait, attendez, vous êtes en train de dormir. En fait, ce qui se passe ici est que depuis la rupture de 1905, l'espace britannique a toujours cherché à récupérer le Congo. Donc, on fait passer le mouvement de Papa Simon Kimbangu comme une milice armée du BEMS, le BEMS étant lui-même, la mission BEMS étant elle-même mandatée par le mouvement panafricaniste qui était mal perçu et mal vu par tous les colonisateurs. Du coup, à partir de ces moments-là, il fallait l'arrêter et donc on a émis ces mandats d'arrêt contre lui et la suite, vous connaissez. Merci beaucoup, Papa John. Revenons au vif parce qu'il a ouvert plusieurs contextes, mais nous revenons. Tout à l'heure, vous avez dit que Papa Diangenda avait dit qu'il y a, en ce jour-là, Dieu s'est manifesté par de faits. Alors nous aimerions savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là. Là, c'est lorsqu'ils entrent en Kamba. Mais ils viennent d'où? Ils viennent du site d'Ntadi, le 5 juin 1921. Tata Simon Kimbangu, je suis en train de... Ntadi se trouve... Le 24 soldats ou le...
Il fallait me laisser terminer, c'est une façon de parler. En fait, je commence par l'épilogue, d'accord, pour essayer de développer. Donc, c'est-à-dire, parce que quand ils entrent en Kamba, avec Amake, Salmanungeni, nous sommes déjà les 6 juin, le matin. Mais ceux qui entrent, c'est Papa Simon Kimbangu, Papa Ndangi Pierre, accompagné de Papa Ndangi Pierre, Maman Mbonga Marthe, Papa Émile Zola, Papa, je parlais de Papa Ndangi Pierre, Papa Batoba Samson, Mami Kala. En fait, ils viennent du site d'Mpanga, là où il y a le site de Tadi. Voilà. Ok. D'accord? Parce que c'est là qu'ils sont partis. La veille, les 5 juin, Papa Simon Kimbangu est averti par son maître, donc Papa, le Seigneur Jésus, sur le déroulement des événements du 6 juin. Parce que dès lors que le mandat a été émis, le Seigneur voit. Le Seigneur qui est partout, il a vu. Donc il est venu dire à son serviteur, je suis dans, parce qu'il y a des gens qui me disent, ben bon, toi tu dis comme ça, alors voilà, que Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu. Non, je suis dans l'histoire. La question de comment est-ce qu'un fils peut ordonner. Je suis dans l'histoire. Voilà. Je suis dans l'histoire. Voilà. Faut comprendre que ce soit le Seigneur Jésus ou Papa Simon Kimbangu, ils ont porté le corps humain. Et une fois que vous portez le corps humain, d'accord, vous vivez dans une société, vous êtes soumis aux règles de cette société. C'est important. Donc les hommes, en fait, pour en fait, avoir des informations sur leur propre évolution, jettent un coup d'œil favorable à leur histoire. Donc ici, nous parlons de l'histoire. Voilà. Donc, il vient lui dire que le pouvoir colonial va venir t'arrêter. Nous sommes les 5 juin, alors lui, il monte en Panga. Il est accompagné donc de Mami Kala, il est accompagné de Maman Mbonga Thérèse, il est accompagné de Papa Émile Zola, il est accompagné de sa première ceinture, ses proches collaborateurs. Lorsqu'ils arrivent là-bas, eh bien, il y a eu tout ce qu'il y a eu là-bas, c'est-à-dire qu'ils sont partis à la retraite pour prier. Alors pendant qu'ils étaient en train de prier, je vais pas aller rapidement à... Je ne sais pas si je me suis évadé. Votre question était par rapport à ce qui s'est passé, la manifestation des dieux, la grandeur. Oui, en fait parce que ces jours-là, Dieu se manifestait pour protéger le mouvement, pour protéger les siens et pour protéger Tata Simon Kimbangu. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus-Christ a dit, tantôt, quand on lit dans la Bible, si mon royaume était de ce monde, mes anges auraient combattu pour moi. C'est important ça. Vous voyez un peu, si mon royaume était de ce monde, mes anges auraient combattu pour moi. En ce jour du 6 juin, les anges se sont manifestés. En fait, jusque-là, l'histoire nous renseigne que sur un seul ange. Mais en fait, ils étaient 3. Un seul ange qui est sorti de l'arbre safoutier Mbambalouawanu pour venir délier Tata Simon Kimbangu, qui était mis au tabac, délier Tata Simon Kimbangu et les sauver des mains de ses bourreaux, qui étaient les soldats, en fait les policiers de la force publique. Okay. Ces jours-là, parce que c'est pas rien, hein, j'ai dit ça au début. J'ai dit que c'est l'État qui vient, c'est le pouvoir colonial. Léon Montréal arrive avec 24 policiers de la force publique. J'ai essayé de décrire un peu ce que c'était la force publique au début. Voilà. Donc lorsqu'ils arrivent, en réalité, il fallait qu'ils exécutent les mandats d'arrêt, d'accord, qu'ils fassent taire le mouvement et qu'ils mettent la main sur Tata Simon Kimbangu et puis c'est fini. Ces jours-là, ils arrivent, mais Dieu se manifeste pour protéger la population. C'est pas tout à fait comme ça, en fait je suis en train de résumer, mais pour voir ce que a été la manifestation de Dieu, il faut donc suivre le récit. Le 5 juin, Tata Simon Kimbangu est alerté que le pouvoir colonial va arriver en Kamba pour l'arrêter. Ils vont à la retraite, c'est-à-dire lui avec ses proches collaborateurs. Okay. Quand ils arrivent là-bas, le Seigneur Jésus-Christ apparaît dans les nuées.
et vient à la rencontre de Tata Simon Kimbangu. Ses proches collaborateurs sont en train de voir. Derrière le Seigneur Jésus-Christ, il y a des myriades des anges jouant de la fanfare. Ces jours-là, Maman Mbonga Thérèse voit la gloire de Dieu. Quand il voit la gloire de Dieu, elle ne veut plus vivre. C'est comme ça que par la suite, elle va dire à Papa Simon Kimbangu, moi je veux mourir. Sinon, si je reste ici, je risque de rater la gloire que j'ai vue. Okay. C'est à cause de cette gloire-là. D'accord. La chanson nous le dit. Oui, mais c'était l'inverse maintenant. Parce que là, c'est la gloire qui est manifestée. Le Seigneur Jésus-Christ qui apparaît. Ils voient le maître de leur maître, derrière qui il y a des myriades des anges jouant de la fanfare. Donc vous comprenez, en fait, les oreilles humaines qui écoutent la fanfare du ciel. C'est une forte gloire et une forte sensation de l'esprit. Ils ont même, selon les récits historiques, il y a dans le récit, il y a même certaines versions qui disent qu'ils s'étaient ascensionnés. Okay. Vous comprenez? D'autres disent que ce n'était pas de l'ascension, c'était une forte sensation spirituelle, d'accord, qui leur ont donné en fait, c'est comme s'ils étaient en train de monter au ciel. Donc le Seigneur Jésus qui arrive, lorsqu'il arrive, il se rencontre avec Tata Simon Kimbangu. Alors il dit à Tata Simon Kimbangu, ce qui a été prévu pour demain s'accomplira, mais je ne te laisserai pas seul, je serai avec toi. La première des choses. La deuxième des choses, les témoins, ce sont ses proches collaborateurs que je viens de citer. La deuxième des choses, le Seigneur Jésus lui dit, prends, il lui donne la clé. Ça, c'est la clé du ciel, je te le donne. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. La troisième chose, il lui dit, c'est là qu'on trouve la signification de la date du 6 juin dédiée à la Faki. Il dit, la fanfare que tu vois, ma gloire, je te la donne. Je te donne la fanfare du ciel, je te donne ma gloire. Et donc, ça nous fait réfléchir sur le livre des Jean, je pense, chapitre 14, verset 26, où il est dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il prendra ma gloire, il manifestera ma gloire et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, ça s'accomplit ces jours-là. Maintenant, Tata Simon Kimbangu, il rentre. Mais lorsqu'ils rentrent maintenant, lorsqu'ils sont rentrés pour Nkamba, devant eux, ils observent il y a 3 personnes qui marchent devant eux. Mais la manière dont ces hommes ici sont en train de marcher, ce n'est pas comme des humains normaux, ordinaires. Ils n'étaient pas de ces mondes. En fait, c'est carrément, parce que des gens qui marchent, mais vous avez l'impression comme s'ils ne marchent pas comme nous. Okay. Parce que le bruit de leurs pas était en train de produire des bruits tels que des gens ayant porté des souliers, des chaussures. À un certain moment, l'un d'entre eux monte au ciel. L'un de trois. L'un de trois qui marcherait devant. Monte au ciel. Et pendant qu'ils étaient en train d'approcher, la deuxième personne reste à la première poste, en Kamba, à l'entrée. Et puis eux, ils vont contourner pour aller vers, tu vois, l'entrée de l'école biblique. Okay. Quand ils arrivent à cette entrée-là, d'accord, disons, le troisième ange est monté, il est allé entrer dans l'arbre safoutier Mbambalouawanu. Mais Papa Simon Kimbangu et son escorte ont pris la direction de l'entrée de l'école biblique et c'est là, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, Papa Simon Kimbangu a entonné le cantique Amake Samanungini, Lumvoate Noanini. Donc, Amake Samanungini, Lumvoate Noanini, en fait, ça veut dire les soldats de la victoire. D'accord? Portez vos armures. C'est ce que ça veut dire. Okay. Et donc, ils sont entrés avec ces cantiques-là.
Mais lorsque Simon Kimbangu arrive, maintenant il alerte la foule. Il leur dit, écoutez, l'autorité coloniale va venir nous éprouver. Parce qu'en fait, il y a un mandat d'arrêt qui a été émis contre ma personne. L'autorité coloniale arrive, mais je vous en conjure, soyons non violents et ne répondez pas coup par les coups. Il leur a dit, tout celui qui pense qu'il ne pourra pas supporter qu'il nous quitte et qu'il s'en va, qu'il s'en aille. Il instaure les principes de la non-violence. En fait, le principe de non. Quand il prêchait aussi déjà la non-violence. Il le prêchait. Mais là, il leur avait été donné, d'accord, l'occasion de manifester et de démontrer cette non-violence. Okay. Et donc, il a dit à son alentour, il a dit que c'est lui qui ne saura pas supporter, nous quitte et s'en aille. Effectivement, il y a eu des gens qui ont commencé à quitter la foule pour partir. Et qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, l'autorité coloniale, c'est-à-dire que Morel, avec ses 24 policiers de la force publique, sont arrivés à la colline où on a construit les 4 maisons. Mais du coup, ils ne pouvaient plus avancer parce qu'il y a eu un tourbillon de sable qui s'est élevé, leur barrant la route, les empêchant. Tourbillon de sable qui s'est dressé devant eux, ils ne pouvaient pas. D'ailleurs, certains de ces policiers étaient carrément aveuglés par la poussière. Donc c'était matériellement, physiquement impossible de continuer leur route. Pendant ces temps, tous ceux qui devraient sortir, quitter la foule, ont continué à quitter la foule pour partir. C'est alors que ce tourbillon de sable s'est apaisé, laissant place à un petit vent. Et l'escorte a continué jusqu'en Kamba. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils entrent en Kamba, c'est la force publique, hein, ils sont brutaux. Lorsqu'ils entrent en Kamba, c'est l'assaut directement. Mais Simon Kimbangu était en train de crier, il disait « Ne répondez pas, ne répondez pas !» Malheureusement, quelqu'un a jeté la pierre. En fait, ils ont ouvert le feu aussi. Parce qu'ils étaient brutaux. Parce qu'il faut comprendre que c'est le pouvoir colonial. Il s'agit des Belges, ce sont deux Blancs. Ici, c'est un indigène qui gêne. Donc du coup, quand ils ont ouvert le feu, mais de leurs fusils sortait de l'eau. Jusqu'à ce qu'il y ait une pierre qui sort de la foule pour aller heurter gravement un policier. Et le policier est blessé, un fusil alors retentit. Bam! Mais malgré tout ce qu'ils faisaient, malgré tout ce qu'ils ont fait, les menaces, des tortures, mais Dieu a quand même, parce que le papa Simon Kimbangu, sa personne divine, il a quand même donné de l'espace à ce que les gens ne répliquent pas au fait. Non, mais malgré ce qu'il faisait, il faisait des atrocités, mais il pouvait aussi répliquer pour se défendre, mais il a forcément interdit. Non, c'était un mouvement de la non-violence. Quoi qu'il en soit, c'est un mouvement de la non-violence. Donc, il ne devrait pas... Il a dit, au début, il a dit que tout celui qui pense qu'il ne saura pas nous quitte. C'est une meilleure façon de se préserver et de préserver également l'éthique du mouvement. Donc, du coup, Dieu a aidé en plus ceux qui devraient partir pour qu'ils s'en aillent un peu, en paix. Parce que c'était en fait un moment de preuve aride. Parce que là, c'est le pouvoir colonial, comme j'insiste, qui vient pour nous arrêter. Jusqu'alors, on n'en savait rien sur le pouvoir colonial. Parce que tout ce que papa Simon Kimbangu faisait sur la colline était teinté de la gloire. Et prouver de l'admiration, en fait susciter de l'admiration, je voulais dire, du côté de ses interlocuteurs. Donc imaginez, pour la première fois, les gens arrivaient, c'est cela. C'est-à-dire que des foules affluaient, ruaient sur Kamba, au point que le décompte, c'est 10 000 personnes par jour. Donc c'était des foules de personnes. C'est-à-dire que Kamba était bondé, Kintsuka était bondé, Ngombe, comment on appelle, Kanfouma était bondé de gens. Et disons, parce qu'il y a des gens qui venaient et qui restaient pendant des jours. C'était important.
Mais du coup, dire qu'on va venir nous éprouver, rien de tel que ce soit l'autorité coloniale. Parce que là, c'est le pouvoir colonial qui vient, ce sont des fusils qui arrivent. Et puis, effectivement, ils sont là. Ils sont là. Donc, Papa John, je vous arrête, malheureusement, le ton nous fait défaut. La télé, c'est vraiment de l'air. Et du coup, on ne sait pas vraiment aller en large. Mais après que l'ange, puisque l'histoire nous dit que l'ange avait caché Papa Simon Kimbangu dans ses safotis là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour évidemment conclure notre débat d'aujourd'hui, parce qu'on doit forcément arrêter, la technique nous signale déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa Kimbangu était-il ressorti pour se livrer lui-même à Morel, ou était-il ressorti pour se livrer? Non, d'abord je vous coupe tout de suite. J'ai compris la question. En fait c'est l'ange qui l'a aidé. En fait l'ange ne l'a pas caché dans les safoutiers. C'est l'ange plutôt qui est sorti des safoutiers pour venir. En fait, lui, on l'a pris, Papa Simon Kimbangu, on l'a d'abord ligoté contre l'arbre, le Mbambaluwa Wanu. Cet arbre-là? Cet arbre, c'est l'arbre. C'est le nom où l'ange était caché. Okay. D'accord? Le Mbambaluwa Wanu. Donc, il était contre l'arbre. D'accord? Il était contre l'arbre. Alors que maintenant, l'ange est sorti quand on a commencé à le brutaliser. Tu vois un peu, l'ange est sorti pour venir le secourir quand on a commencé à le brutaliser. Maintenant, Tata Simon Kimbangu prend la fuite. Il se sauve. Okay. Mais quand il se sauve, il tombe dans un étang. Je ne décris pas encore l'étang, mais il tombe dans un étang. Mais dans l'entretemps, Tata Simon Kimbangu prend sa femme, Maman Mouilou, son épouse, et les 3 enfants, ils s'envolent avec et ils atterrissent sur le sommet de la colline Mwanzian Kienga. Merci beaucoup Papa John, je suis obligée de vous arrêter. Je pense que les fidèles internautes vont rester branchés sur Menga Makimbangu Télévision pour découvrir en fait, le deuxième volume de notre débat d'aujourd'hui, au moment où, parce qu'il y a 2 versions. Lui-même Papa Kimbangu qui prend la fuite, qui se sauve pour aller tomber dans un étang. Lui-même Papa Kimbangu qui revient, je ne sais pas s'il y est revenu ou au même moment, prend sa famille, Maman Mouilou et ses enfants et s'envole. La suite, c'est au prochain numéro. Papa John, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ces grands plateaux de Menga Makimbangu Télévision. Parler au fait de l'envahissement, ce qui s'était passé et les faits qui ont manifesté la gloire de Dieu en ces jours-là. Un dernier mot pour aujourd'hui. Les fidèles vous écoutent. Non, merci beaucoup de m'avoir invité. J'avoue que ce n'est pas toujours chose facile hein, de parler de Passion Kimbangu. Vous voyez comment est-ce que vous avez chuté. Donc, ça veut dire que restez branchés. Papa John va venir avec de nouveaux éléments pour nous expliquer comment quelqu'un se sauve et puis se retrouve au même moment avec sa famille. Donc, je dois me donner cet exercice pour essayer de faire comprendre les gens. Parce que je n'ai pas oublié, la question c'était, on devrait en fait faire comprendre aux internautes pourquoi en ces jours-là, Dieu a manifesté sa gloire et sa puissance et comment. Donc c'est ce que j'étais au point de démontrer. Merci de m'avoir invité, Maman Antima. Pour savoir qu'est-ce qui s'était passé un certain 18 juin à Kinshasa, Papa John. Ah oui, à Kinshasa. Parce qu'on est au mois de juin, en fait, c'est mois et riche en événements. 1992. Voilà, on va revenir pour connaître la suite. Restez branchés sur Menga Makimbangu Télévision, Papa John. Merci beaucoup, Mantima. Merci à vous, très chers fidèles internautes, nos chers abonnés. Menga Makimbangu Télévision, votre chaîne d'évangélisation. N'oubliez pas de vous abonner, partager
aimer et pourquoi pas des jolis commentaires et des questions parce que Papa John va revenir. C'est une promesse, Papa John. Hein? Oui, la promesse est une dette. Oui, donc, pas beaucoup de jours, j'espère. Je l'espère moi aussi, Ouais. parce que tu vois un peu ce que ça fait. Donc Ouais. quand tu m'as envoyé la première invitation, Oui, je me suis démerdé pour trouver du temps libre. Mais je les assure en tout cas que je vais répondre à cette deuxième invitation, que l'Éternel nous prête vie. Vraiment, c'était un grand plaisir, comme je le dis toujours. Menga Makimbango Télévision, tout le bel Maman Mwilou, avec Maman Fallon Tima. Restez branchés. On se retrouve prochainement pour un autre numéro, le volume 2 de nos causeries. À très bientôt. Au revoir. Au Bye. revoir. Merci Papa John.